Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Vidéo un petit peu particulière puisqu'on ne va pas parler de un sujet mais de trois petites histoires qui sont trop courtes en fait pour en faire toute une vidéo entière de disons 15 minutes. Mais vous inquiétez pas, va vraiment y en avoir pour tous les goûts, il va y avoir du meurtre, disparition et un petit peu un mélange des deux sur la dernière histoire. Donc triple dose de frissons on va dire. Voilà, donc j'espère que vous allez aimer. Installez-vous bien confortablement, prenez un truc à manger, un truc à boire, c'est l'heure du crime, générique. Basically, I was a normal person. That was part of my, I guess my what you call fantasy. Missing from this morning. She's 8 months pregnant. My gun was under the seat. Alors la première histoire, il s'agit de Vampire d'Atlas, qui est le nom qu'on a donné à l'agresseur de Lili Linderstorm, qui est une prostituée qu'on a retrouvée morte dans son appartement à Stockholm en 1932. En fait, le 4 mai, il y avait une amie à elle qui était venue dans son appartement pour prendre thé, café. Son téléphone a sonné, il y avait un homme avec une voix étrange qui lui a demandé s'il pouvait venir, donc bien entendu Lili a accepté et son amie est redescendue étant donné qu'elles habitaient dans le même immeuble et au courant de la nuit, Lili est revenue toquer à la porte de sa voisine pour lui demander 2 préservatifs et c'était vraiment la dernière fois qu'on l'a vue en vie. Quand son amie a voulu retourner dans son appartement, elle n'a pas réussi à l'ouvrir donc elle a appelé la police et là la scène qu'on va découvrir en rentrant dans l'appartement, waouh, ça fait un petit peu, c'est assez saisissant on va dire. En fait, Lili a été retrouvée nue, couchée sur le ventre, sur son lit. Et en fait, ce qui est très étrange, c'est que rien n'a bougé dans son appartement. C'est-à-dire que ses vêtements ont été bien pliés, le lit sous elle a été fait, donc il y avait juste son corps dessus. Donc en soi, rien n'était dérangé, à part le cadavre en plein milieu de la pièce. Et la police a retrouvé une louche de sauce avec des taches brunâtres dessus. Et quand on s'est intéressé d'un petit peu plus près au corps de Lili, on s'est rendu compte qu'en fait, malgré la violence de sa mort, puisqu'en fait elle avait reçu des coups assez violents à la tête, malgré tout ça, en fait il n'y avait que très peu de sang dans son corps. Il n'y avait qu'une très faible dose d'hémoglobine et ça a donné du coup le nom de Vampire d'Atlas parce que on murmurait, enfin en tout cas la police et l'opinion publique étaient quasiment sûrs que le meurtrier de Lili avait soit tout bu son sang, donc il y avait vampirisme, cannibalisme, etc., soit avait stocké en fait son sang dans une sorte de container. Et c'est vrai que ça a causé une forme de paranoïa à Stockholm, mais en Suède de manière générale, parce qu'on se demandait, oh mon Dieu, il y a peut-être un vampire qui court les rues. Et la police en fait a retrouvé un préservatif dans l'anus de Lili. Et c'est vrai qu'avec les techniques modernes, on aurait pu savoir qui avait été le coupable grâce à son ADN. Mais malheureusement, pour rappel, on est en 1932, donc il n'y a pas toutes ces techniques-là. Et c'est vrai que encore aujourd'hui, cette histoire est non élucidée. Mais on se dit, bon, ça fait quand même 90 ans facile que ça s'est passé, que ça s'est déroulé. Donc aujourd'hui, on pense vraiment qu'on ne va jamais savoir le fin mot de cette histoire. Mais j'ai trouvé cette affaire, ce cas-là, quand même assez intéressant parce que c'est vrai que ça met un petit peu la puce à l'oreille. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en fait dans son meurtre. La deuxième histoire, il s'agit du triangle de Bennington. C'est pas tout à fait comme le triangle des Bermudes, mais un peu quand même. En fait, c'est aux États-Unis, dans le Vermont, qui est un état quand même assez peu peuplé. Et l'un des points du triangle, c'est la ville de Glastonbury, qui en fait aujourd'hui ne compte que 8 habitants. Donc en fait, c'est quasiment une ville fantôme, quasiment morte, on va dire. Et dans les années 40 à 50, il y a eu des affaires de disparition plus que mystérieuses dans la région. 5 dont on est sûr qui ont été vraiment documentés, mais si ça se peut, il y en a eu vraiment beaucoup d'autres. La première victime, il s'agit de Midi Weavers qui avait 74 ans et qui a disparu mystérieusement lors d'une partie de chasse. Et le truc qui est étrange dès le départ, c'est qu'il est très peu probable qu'il s'est perdu dans les bois étant donné qu'il connaissait super bien la région. En fait, on a essayé de le rechercher, on n'a jamais pu trouver ne serait-ce que le moindre indice. La seule chose qu'on a retrouvée, c'était une cartouche dans une rivière, mais sinon zéro piste pour pouvoir retrouver Midi.
La deuxième victime, il s'agit de Paula Weldon qui avait 18 ans et qui a disparu lors d'une randonnée. En fait, il y avait un couple derrière elle à 90 mètres qui a dit qu'il avait vu disparaître entre guillemets dans le virage du sentier, mais qu'une fois qu'ils étaient arrivés à cet endroit-là, elle était nulle part. En fait, on ne la voyait pas du tout. Donc là encore, que très très peu d'indices, mais ça a quand même eu une répercussion et une intention nationale, c'est-à-dire que même le FBI s'est intéressé à cette disparition. Il y a eu beaucoup d'avis de recherche qui ont été lancés. Le père de Paula a même proposé d'offrir $5 000 à quiconque aurait ne serait-ce qu'une minime information sur où pouvait se trouver sa fille. Mais malheureusement, bien entendu, vous vous en doutez, on ne l'a pas du tout retrouvée. Ensuite, nous avons James Tedford qui a disparu 3 ans jour pour jour après la mort de Paula. En fait, James Tedford, c'est un vétéran d'une 60aine d'années qui prenait le bus pour aller voir sa famille. Et super bizarre, quand ils sont arrivés à destination, il était nulle part. En fait, il avait encore toutes ses affaires sur sa banquette. Il y avait même des témoins qui avaient dit l'avoir vu dormir pendant le trajet, mais il était littéralement nulle part. Donc, très étrange, ça devient vraiment de plus en plus flou. Ensuite, nous avons Paul Jepson qui avait 8 ans. En fait, sa mère l'a laissé dans le pick-up pendant une petite heure le temps qu'elle nourrisse les cochons. Bien entendu, quand elle est revenue, Paul n'était nulle part. Vraiment, on ne pouvait pas du tout le trouver. Là encore, zéro piste, zéro indice. Et Dieu sait quand même qu'il y a eu d'énormes et d'importantes battues. Parce que bon, il y a quand même un enfant qui s'est un petit peu volatilisé. Et il faut savoir que son père a dit à la police qu'en fait, quelques jours avant sa disparition, Paul lui avait confié qu'il avait vraiment envie d'aller dans la montagne, qu'il se sentait attiré par la forêt. Donc, le mystère s'épaissit. Et enfin, la 5e victime, il s'agit de Frida Langer qui a disparu 16 jours vraiment après Paul. En fait, Frida, qui avait une 50aine d'années, elle était en train de faire une randonnée avec son cousin. Elle est tombée dans une rivière, du coup elle lui a dit « Ne t'en fais pas, reste là, je vais retourner au campement pour me changer, mais tu m'attends. » Bon, bien entendu, les heures passent, sa cousine ne revient toujours pas. Donc une fois arrivée au campement, elle était vraiment impossible à retrouver. Et en fait là on a vraiment mis de gros moyens de nouveau pour essayer de la rechercher, c'est-à-dire qu'il y avait même des hélicoptères. Et en fait ça va être la première personne à qui on va retrouver le corps, c'est-à-dire que 8 mois après sa disparition, on va retrouver son corps dans une zone en fait qu'on avait déjà fouillée, donc très étrange. Et en fait son corps était dans un tel état de décomposition qu'on n'a jamais pu vraiment donner la cause de la mort. Mais en tout cas c'est vraiment la seule de ces 5 disparus dont on a retrouvé le cadavre. Enfin 5, mais qui sait, peut-être qu'il y en avait en effet beaucoup d'autres. Alors, quelles sont les théories derrière tout ça? Comment est-ce qu'on peut essayer d'expliquer? Est-ce que ce sont des phénomènes surnaturels qui se passent dans la forêt? Est-ce que ces personnes ont disparu de leur plein gré? Même si on se pose un petit peu des questions pour un enfant de 8 ans par exemple. Ou est-ce qu'il y avait une sorte de psychopathe qui se cachait dans les bois, sachant que je vous ai gardé le meilleur pour la fin, sachant que quelques temps avant les premières disparitions, il y avait un homme qui en avait tué un autre parce qu'une voix lui en avait ordonné, qui s'était échappé de la prison du comté, et donc il y avait certaines rumeurs qui disaient comme quoi il se trouvait dans les bois, caché, même si on n'a retrouvé aucune trace d'une quelconque présence à ce moment-là. Mais si ça se trouve, le fait que les meurtres s'accélèrent un petit peu, notamment entre Paul et Frida, ça prouvait un petit peu, ça pouvait démontrer cette envie irrépressible de tuer, de commettre des meurtres. Ou alors, donc j'aime beaucoup cette explication, c'est peut-être celle-là, ou alors c'est tout simplement le fait que les journalistes ont vraiment exagéré le trait, ont grossi le trait pour essayer de créer une sorte de légende urbaine autour de ce fameux triangle de Bennington. On ne saura vraiment jamais et on ne sait pas trop. La 3e et dernière histoire, c'est un petit peu un mix entre meurtre et disparition. C'est l'affaire des pieds humains dans la mer de Salish. En fait, la mer de Salish, c'est une mer pas très très grande qui délimite un petit peu la frontière entre le Canada et l'État de Washington aux États-Unis. Et en fait, il faut savoir qu'en 2007, il y a eu une sorte d'invasion de pieds humains sur les côtes, surtout dans des chaussures de sport, donc très très étrange dès le départ. Donc on a retrouvé 13 pieds entre 2007 et 2018.
Certaines sources disent 14, mais il faut savoir quand même qu'il y a eu quelques canulars à ce sujet. On pense que c'est des victimes de suicides, d'accidents ou même peut-être de meurtres, mais on n'en a pas vraiment la certitude. Et en fait, il y a une sorte de malaise depuis qu'on a retrouvé tous ces pieds un petit peu partout autour des côtes. On a retrouvé beaucoup de pieds droits en fait, maintenant qu'on y pense. Certains étaient encore dans la chaussette et dans leurs chaussures, ou parfois même c'était encore juste une chaussure de sport qui était simplement échouée. On a retrouvé un pied soit d'une femme, soit d'un enfant, on ne sait pas trop selon les proportions, qui en fait, donc sans chaussures, sans chaussettes, qui n'avait presque plus de peau parce qu'elle avait passé 2 mois minimum dans l'eau. Donc en fait, il ne restait plus que les tendons et les muscles. Pareil, on a retrouvé également toute une jambe gauche entière où il y avait vraiment que l'os encore dans la chaussure, donc assez étrange. Voilà, je pense que vraiment le mot est étrange en fait sur cette histoire. On a quand même réussi à trouver et à rattacher quelques pieds à leur propriétaire, on va dire. En 2008, grâce à l'ADN, on a réussi à identifier un homme et une femme qui s'étaient tous les deux suicidés. Bien entendu, à la demande de la famille, les noms n'ont pas été divulgués. En 2011, on a réussi à identifier le pied de Stefan Zaorushko, qui est un homme qui a disparu en 1987. Et là, on est en 2011. Ça me paraît un peu surréel, on va dire. En fait, c'est un homme qui est disparu lors d'une partie de pêche. On pense qu'il est tombé à l'eau puisqu'on a retrouvé son bateau à la dérive en plein milieu du lac, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Donc, bon, on l'a retrouvé maintenant, du coup. Pareil, en 2019, on a retrouvé un reste de pied dans une chaussure qui correspondait à l'ADN de Antonio Niel, qui était un homme disparu depuis 2016. Les experts et les médecins légistes ont dit que tous les pieds qu'on a retrouvés n'étaient pas l'acte de démembrement, c'est-à-dire que c'était vraiment le fait de la décomposition naturelle, parce que la cheville est quand même un petit peu plus flexible que le reste du corps, donc ça se détachait plus facilement, et qu'en fait la chaussure faisait une sorte d'enveloppe flottante qui permettait de s'échouer du coup sur les plages. Donc en soi, pas de fait criminel ou délictuel derrière tout ça, mais bon, vous m'enlèverez pas l'idée quand même que c'est très très louche tout ça, parce que si on a retrouvé les pieds, pourquoi est-ce qu'on retrouve pas le reste du corps? Parce qu'un corps dans l'eau, ça flotte. D'ailleurs, petite parenthèse de psychopathe, si un jour vous voulez vous débarrasser d'un corps et que vous voulez le jeter dans l'eau, percez-lui le ventre afin qu'il puisse couler, parce que sinon en fait il va juste flotter et donc on va vite le retrouver. Voilà, c'était la fin de cette petite parenthèse serial killer, mais en tout cas ça paraît quand même assez étrange qu'on ait retrouvé que les pieds. Et puis pareillement, pourquoi est-ce que c'était que des chaussures de sport? Parce que si on reprend l'hypothèse que toutes ces personnes-là se sont suicidées, comme 2 d'entre elles qu'on a pu identifier, ça me paraît un petit peu étrange qu'on ait voulu attenter à sa vie pile poil quand on voulait faire son footing. Il est très possible qu'on puisse vouloir mettre fin à ses jours quand on rentre du travail par exemple. Donc on aurait forcément retrouvé des chaussures de ville, des chaussures un petit peu plus élégantes que des baskets, mais non, là c'était vraiment que des baskets sur toutes les victimes. Donc ça me met un petit peu la puce à l'oreille. Il y a quand même quelques théories pour essayer d'expliquer la mort de tous les autres qu'on n'a pas réussi à identifier pour le moment. La première d'entre elles, c'est que ce seraient des victimes d'un crash d'avion, notamment un crash de l'île de Quadra qui a eu lieu en 2005, parce qu'on n'a pas réussi à retrouver 4 des occupants, et sachant que la plupart des baskets datent d'avant 2004. Pareillement, ça peut être aussi des victimes du tsunami de 2004, mais là ça paraît un petit peu moins plausible parce que la plupart des personnes qu'on a retrouvées étaient des personnes qui habitaient dans le coin en fait. Et la dernière théorie que j'aime beaucoup, ce serait le fait soit d'un tueur en série, soit d'une sorte de trafic d'êtres humains. D'où la raison pour laquelle on n'aurait retrouvé que les pieds, peut-être que le reste du corps intéressait plus sur le marché noir ou autre. Mais bon, il y a vraiment eu 0 élément qui tendait vers cette théorie, donc en fait c'est simplement pure spéculation. Mais vous vous doutez bien que j'aime beaucoup quand même cette idée-là. En tout cas, dites-moi laquelle de ces 3 théories vous préférez, vous comprenez, vous choisissez pour pouvoir expliquer tous ces pieds du coup.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire laquelle de ces 3 petites histoires vous avez préféré. Si vous aimez bien ce format, si vous voulez que j'en fasse d'autres, peut-être plus axé meurtre, peut-être plus axé disparition, dites-moi tout. Je suis très curieuse de savoir ce que vous allez en penser. Et puis, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!